Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ce soir, nous abordons donc la 17e motion de censure du gouvernement après un nouveau 49.3 que vous avez déclenché. Alors, beaucoup a été dit au gré des différents 49.3, mais il faut quand même reconnaître que ce 49.3 a malgré tout un caractère singulier, puisqu'il porte sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, qui a été rejeté par un vote souverain à l'Assemblée nationale le 25 octobre 2022. Alors on aurait pu imaginer que vous reveniez avec un texte nouveau, que vous auriez entendu le fait qu'il y a eu un vote contre le 25 octobre 2022. Il n'en a rien été et vous revenez avec exactement le même texte que vous soumettez à ce 49.3. Autre constatation, lorsque vous déclenchez des 49.3 sur les lois de finances, vous nous dites, alors nous ne sommes pas d'accord, mais vous invoquez l'urgence, vous invoquez la nécessité de pouvoir disposer de crédits budgétaires pour assurer la marche du pays. Pour une loi de programmation des finances publiques, aucun de ces arguments ne peut être utilisé. Il n'y a ni urgence, ni nécessité, car une loi de programmation des finances publiques fixe des perspectives et n'est pas un outil pour débloquer des crédits budgétaires. Aussi, actionner le 49.3 sur une loi de programmation des finances publiques nous laisse entendre que vous ne souhaitez nullement chercher un consensus, ce qui pourrait être sur le diagnostic partagé de la situation, et que vous ne souhaitez pas non plus responsabiliser chacun sur la trajectoire future de nos finances publiques. Je le dis avec gravité, avec sincérité, d'autant plus que dès avril 2020, mon groupe parlementaire a sollicité auprès du ministre de l'Économie et des Finances la tenue d'une conférence de financement sur la pandémie, et c'est une fin de non-recevoir que nous avons reçue. Alors oui, face à cette situation, je le dis d'emblée, le groupe socialiste et apparenté votera la censure de votre gouvernement qui n'a aucun droit à préempter l'avenir de notre pays. Puisque vous ne voulez pas associer l'Assemblée nationale à l'exercice d'une loi de programmation des finances publiques, je vais vous proposer que nous commencions cet exercice ensemble, Madame la Première ministre, depuis cette tribune. Une loi de programmation doit tout d'abord permettre de tracer des perspectives. Et ce n'est pas un exercice d'alignement de chiffres pour faire plaisir à Bruxelles ou aux agences de notation. Il y a exactement 50 ans, en 1973, Pierre Mendès France écrivit un petit manuel intitulé « Sciences économiques et lucidité politique », démontrant que l'économie n'est rien sans la politique et que la politique ne saurait faire abstraction totale des lois économiques. Pour aborder la multitude des paramètres et la complexité des situations, il disait ceci à propos de la responsabilité de l'État: une action publique éclairée, continue, énergique et nécessaire. Quelques pages plus loin, il démontrait que pour que l'action publique soit éclairée, continue et énergique, il insistait sur l'intérêt de la planification. C'est sur cette planification que devrait reposer une loi de programmation des finances publiques. Une planification de l'élan que vous souhaitez donner au pays. Typiquement, Madame la Première ministre, cette loi de programmation des finances publiques devrait intégrer les objectifs de transition écologique que vous avez présentés en mai dernier. Vous constaterez avec moi, ce n'est pas le cas, puisque le texte que vous nous soumettez qui est soumis au 49.3 est celui que vous avez écrit en 2022, bien avant que vous présentiez vos objectifs pour la transition écologique. Typiquement, elle devrait mettre en avant l'élan qui est à donner à notre pays pour réaliser cette transition écologique, pour mobiliser toutes les forces vives, pour donner une perspective crédible et pour indiquer son financement. Dès lors, votre exercice de loi de programmation des finances publiques est un exercice abstrait, fait pour dire à Bruxelles que vous l'avez fait. Ensuite, une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques doit tenir compte des urgences du pays. Là encore, Madame la Première ministre, l'objectif n'est pas rempli. Le groupe des députés socialistes et apparentés a déposé une proposition de contre-budget pour 2024 avec 5 urgences. Avec 5 urgences. 5 urgences qui incluent entre autres aussi une refonte de la trajectoire budgétaire que vous avez fixée. Madame la Première ministre, si on jette un regard sur le passé, on observe qu'aucune réduction de déficit public de 0,5 point de PIB, c'est-à-dire celle que vous inscrivez dans la loi de programmation des finances publiques, aucune ne s'est faite
en dehors d'une croissance à 2 points. Sauf une fois, c'était en 2013, et ça a endommagé l'économie du pays. Alors, il y a 2 options. Soit le gouvernement ne fera pas cette trajectoire budgétaire, et dans ce cas, vous mentez à Bruxelles et au peuple français, soit vous la respectez, et ça cassera irrémédiablement notre économie. Pour notre part, comme je l'ai indiqué, nous avons décliné 5 urgences budgétisées et qu'il nous paraîtrait très important de pouvoir mettre en œuvre. La première, c'est d'abord de répondre à la crise du pouvoir d'achat que connaissent nos concitoyens. Nous vous avons fait plusieurs propositions. Le SMIC à 1 600 €, la revalorisation du repas, l'instauration d'un repas Crous à 1 € pour tous les étudiants, ou le blocage des prix de première nécessité pour nos concitoyens d'outre-mer. La deuxième, c'est de répondre à la crise sanitaire et sociale et historique à laquelle nous faisons face. Vous le savez, l'hôpital craque, il y a une désertification médicale qui gagne le terrain, la santé mentale se dégrade, les crèches ne répondent plus aux besoins, les EHPAD manquent de bras, la réforme des retraites est vécue comme une nouvelle injustice. La liste pourrait être encore longue. Face à cette situation, votre gouvernement envisage des coupes budgétaires dès 2024. À l'inverse, nous pensons qu'une autre voie est possible, que nous avons chiffrée dans une trajectoire budgétaire différente de la vôtre. Sur la désertification médicale, nous vous avons formulé plusieurs propositions et nous vous rappelons que ce n'est pas parce que vous avez supprimé le numerus clausus en 2018, c'est-à-dire il y a 5 ans, qu'il y a plus de places de formation des médecins qui ont été ouvertes. C'est pour ça que nous pensons que dès 2024, il faut qu'il y ait 2000 places qui soient ouvertes en plus. 2000 places qui soient ouvertes en plus. 2000. C'est pas la peine de vous fâcher, mes chers collègues. Ouvrir 2000 places de médecins, ouvrir 2000 places de formation de médecins en plus, c'est 38 millions d'euros. Vous n'êtes même pas capable d'inscrire 38 millions d'euros pour former 2000 médecins de plus. Ça, c'est une honte. Monsieur le Président Maillard, vous pouvez tordre les chiffres. La vérité des chiffres est là. Il faut... Mais c'est vrai, Monsieur Maillard, c'est vrai, vous êtes passé de 9 000 à 10 000. Vous pouvez... S'il vous plaît, un peu de silence. Monsieur le Président Maillard, s'il vous plaît. J'entends bien que vous n'aimiez pas les chiffres, mais vous savez, ils disent la réalité de votre action, ils disent la réalité de ce que vous votez. Une loi de programmation des finances publiques doit préparer l'avenir et porter des réponses concrètes à l'immense défi climatique qui est devant nous. Enfin, la 4e urgence est celle du logement, qui signe véritablement votre échec. Nos propositions, vous les avez peut-être entendues, c'est une production de 100 000 logements privés, 125 000 logements sociaux, c'est-à-dire 30 000 de plus qu'aujourd'hui. Enfin, la 5e urgence, c'est l'éducation pour améliorer les conditions d'apprentissage. Parmi les mesures que nous proposons, il y a un effectif maximum de 19 élèves par classe à l'école élémentaire et de 24 élèves par classe au collège. Enfin, une loi de programmation, et ce sera le 3e point, doit être un exercice partagé. Au cours des dernières années, nous avons été amenés à voter plusieurs lois de programmation. Celle sur la recherche et l'enseignement supérieur, celle sur la justice, celle sur la police et la gendarmerie. En général, ces lois de programmation sont toutes précédées d'états généraux. Toutes. Qui permettent de rassembler les forces vives du pays, qui permettent de confronter des opinions qui ne sont pas les vôtres. Pour les finances publiques, rien de tout ceci. Pire, je le redis, le 25 octobre 2022, l'Assemblée nationale a voté contre votre texte. Je n'ignore pas que cette configuration politique que nous connaissons depuis juin 2022 est inédite sous la Ve République, avec une majorité relative à qui il manque plus de 40 députés pour avoir une majorité absolue. Mais la responsabilité qui est la vôtre en tant que chef du gouvernement aurait dû vous conduire à prendre acte de cette situation inédite en imaginant de nouvelles méthodes de travail, et la loi de programmation des finances publiques aurait pu en être l'occasion. Il est pour nous impensable que ce soit uniquement le Président de la République et vous seule, Madame la Première ministre, qui décidiez sans y associer le Parlement. Vous faites sans doute le pari, Madame la Première ministre, qu'une majorité de députés n'osera jamais voter la censure, ce qui vous donnerait la liberté d'agir à votre guise sans rendre de compte. En faisant ce pari, vous alimentez le ressentiment de nos concitoyens envers nos institutions qui constatent désormais que la conduite de l'action publique ne repose plus qu'entre les mains du Président de la République et d'une poignée de ministres sans aucun garde-fou parlementaire. Je vous le dis très franchement, Madame la Première ministre, ce pari est très dangereux. Aussi,
C'est pour cette raison que ce soir, le groupe socialiste et apparenté votera cette motion de censure. Je vous remercie. Merci beaucoup.